Programme de travail et le budget qui s'y rapportent, c'est l'objet d'une rencontre ce matin entre la Direction générale des hydrocarbures et la société pétrolière SunTrust. Journée d'information sur le thème handicap et urgence, une journée organisée par la Fédération nigérienne des personnes handicapées en partenariat avec l'ACBM. Retour dans le programme scolaire de l'instruction civique et morale au niveau du collège et du primaire, une décision saluée par les enseignants et élèves. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était le 12 novembre dernier à Maradi, dans la capitale économique du Niger. À son arrivée, il a été accueilli en grande pompe par les populations de la dite région. Compte rendu Alzouma Seyni-Soumela. Arrivé à Maradi, la capitale économique du Niger, dans un avion militaire, c'est samedi 12 novembre 2014. Dans le cadre de l'inauguration du marché central de Maradi, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a été accueilli en grande pompe par les populations de la région de Maradi. De l'aéroport à l'entrée principale du marché, les habitants de la ville de Maradi se sont mobilisés pour honorer et acclamer le chef de l'État qu'ils considèrent désormais comme un grand bâtisseur. Un accueil de grand jour réussi grâce aux autorités administratives, les chefs traditionnels et les habitants lambda qui ont mis l'événement au cœur de leurs priorités. Tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister à l'inauguration historique de ce marché central de Maradi. Un tour solennel qui a ému les habitants de Maradi, contents de voir le bâtisseur de leur grand centre commercial. Cérémonie solennelle donc d'inauguration hier matin du tout nouveau marché central de la région de Maradi. Une cérémonie d'inauguration placée sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Précision avec Halimatou Abdou et Ibrahim Ide. Encore une promesse tenue. Cette cérémonie sera désormais inscrite en lettres d'or dans les annales de la capitale économique. Il s'agit de l'inauguration du marché central de la ville de Maradi, nouvellement reconstruit par les autorités de la 7e République. Placé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui a fait le déplacement de Maradi pour rehausser de sa présence l'éclat de la cérémonie. Ce grand événement a vu également la participation des opérateurs économiques du Nigeria voisin. D'un coût global de 7,3 milliards de francs CFA, cette infrastructure commerciale s'étend sur une superficie de 7,5 hectares. Ce joyau fera désormais la fierté des populations de la région de Maradi. Le président du conseil de ville de Maradi, prenant la parole, a souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement de Maradi avant de réitérer au nom de la population de la région ses remerciements pour ce joyau offert gracieusement par le président de la République. Abordant dans le même sens, le gouverneur de la région de Maradi a salué ce signal fort qui vient d'être lancé par le président de la République avant de revenir sur les importantes réalisations du programme de la Renaissance dans la région de Maradi. Nous estimons qu'il n'est pas prématuré de rappeler les importants investissements dont notre région a bénéficié au cours de cette période. En effet, dans le cadre du programme de Renaissance du Niger, sans être exhaustif, il faut souligner les importantes réalisations ci-après. La construction
de 1393 salles de classe et leur équipement en table-banc et autres fournitures scolaires. La réalisation de 1523 équivalents points d'eau et la réhabilitation de 254 autres. La construction de 9273 latrines familiales et 382 latrines publiques. Le recrutement de 45 médecins sans concours et 182 agents de santé. La transformation de 11 cases de santé en centres de santé intégrés. La construction de 5 CSI. La construction de 9 maternités. La construction de pavillons d'hospitalisation au CHR de Maradi. L'équipement du centre mère-enfant ainsi que la dotation des formations sanitaires en 10 ambulances et 20 motos DT 125. Occasion saisie par le représentant des opérateurs économiques de la région de Maradi pour remercier de vive voix le président de la République d'avoir doté la région d'un marché moderne qui répond aux attentes des commerçants. Pour sa part, le ministre de l'Urbanisme et du Logement a signalé que cette cérémonie est d'une importance capitale pour les autorités de la 7e République qui n'ont ménagé aucun effort dans l'embellissement de la ville de Maradi avant de réaffirmer l'engagement de son département ministériel à s'investir pleinement dans le contrôle technique des travaux de construction qui seront inscrits dans le cadre du programme de Maradi-Kolia. La réalisation de cet ambitieux programme visant à doter notre capitale économique d'un équipement marchand moderne digne de son rang n'a été possible que grâce à la détermination et l'engagement personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Issoufou Mohamed. Et mon département ministériel, comme il l'a fait dans le cadre des travaux du marché de Maradi, comme il le fait actuellement dans le cadre de Dosso Soga, s'investira pour assurer la supervision et le contrôle technique des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures qui seront retenues dans le cadre du programme Maradi Kolia en vue de la commémoration du 10 décembre 2015 ici à Maradi. Vient ainsi le moment tant attendu, la coupure inaugurale du ruban par le président de la République. Le président de la République, après la coupure du ruban, a remercié la Banque mondiale pour ses efforts multiples dans la concrétisation de ce joyau et réaffirme par ailleurs que d'autres réalisations seront entreprises. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, j'ai procédé au lancement des travaux de ce marché moderne de Maradi, le marché dont les travaux ont été financés par le gouvernement du Niger et puis par la Banque mondiale. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour demander aux représentants de la Banque mondiale de transmettre tous nos remerciements à son institution qui appuie le Niger dans beaucoup de domaines. Monsieur le représentant de la Banque mondiale, merci beaucoup pour l'appui constant que vous ne cessez d'apporter à notre pays. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, les populations de Maradi sont heureuses parce que Maradi, comme on le sait, c'est un peu la capitale économique du Niger. Aujourd'hui, Maradi dispose d'un marché moderne et il est tout à fait normal que, compte tenu du fait que Maradi est la capitale économique du Niger, que le gouvernement ait pris cette décision de reconstruire assez rapidement le marché de Maradi. Aujourd'hui, les commerçants de Maradi disposent d'un outil de commerce moderne et je pense que cela va contribuer à l'expansion du commerce non seulement dans la ville de Maradi, mais également dans l'ensemble de la région de Maradi et à l'échelle de notre pays. Donc c'est avec satisfaction aujourd'hui que j'ai coupé le ruban pour inaugurer donc, ce marché, cet outil important, comme je l'ai dit.
cela présage de ce qui va continuer à être fait pour la ville de Maradi. Comme vous le savez, nous avons l'intention de faire le projet Maradi-Kolia, puisque Maradi va accueillir les festivités du 18 décembre en 2015. Et Inch'Allah, là également, nous avons décidé de beaucoup investir dans les infrastructures afin de changer la physionomie de Maradi. Tout à l'heure, je le disais, notre objectif, c'est non seulement d'ailleurs de changer la physionomie de Maradi, mais c'est de changer la physionomie du pays. Et tout à l'heure, j'ai annoncé, par exemple, que le gouvernement a décidé de lancer, courant l'année 2015, les travaux de la route Tchad-Oua-Béaï. Je ne vais pas vous dire, vous réciter tous les objectifs, toutes les priorités du programme de renaissance qui sont bien connues, mais Inch'Allah, nous allons continuer à servir notre pays, à servir le peuple nigérien, et à l'avenir, il y aura de plus en plus d'inaugurations. Il y a eu un temps pour faire des lancements, maintenant est arrivé le temps des inaugurations. Le lancement des activités de ce centre commercial composé de 1492 boutiques, un bloc administratif, 8 halls de vente au sol, 2 blocs magasins réhabilités, 4 aires de prière, 8 blocs sanitaires, 4 postes de transformateurs de 632 kVA, 4 casiers à déchets ainsi que des aménagements de voiries tels que les caniveaux permettra le développement des échanges commerciaux et l'amélioration des recettes fiscales de la ville de Maradi et même au niveau national. En dehors de la réalisation de ce temple de commerce de la ville de Maradi, d'autres réalisations sont en cours d'ici 2015 dans le cadre du programme de Maradi Kolia. À travers la réalisation des infrastructures modernes au Niger, le président de la République répond ainsi à son engagement, celui de reconstruire le Niger. Édition de passage à Paris, le ministre nigérien des Affaires étrangères a répondu aux questions de Christophe Boisbouvier relativement à la situation au Burkina Faso voisin. Suivez plutôt. Mohamed Bazoum, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été surpris par la chute du régime de Blaise Compaoré ? Oui, en vérité, sauf qu'il y a eu la grande manifestation du mardi qui nous a amené à penser qu'il est possible que des choses puissent se passer. Mais je dois à la vérité de reconnaître que je n'aurais pas imaginé que les choses puissent évoluer si rapidement. Le président Blaise Compaoré voulait modifier la Constitution pour briguer un 3e mandat. Quelles leçons tirez-vous justement de ces énormes manifestations qui ont fait tomber le régime ? Vous savez, le président Blaise Compaoré a stabilisé le Burkina Faso. Il a eu une politique de croissance économique soutenue sur plusieurs années. Cela a donné des résultats sociaux incontestables. Son erreur a été de penser qu'il était possible qu'il reste. S'il avait retiré le projet de loi, s'il l'avait retiré la veille, il aurait pu rester au pouvoir. Il a un peu tiré jusqu'à la fin. Et cette révolution, ça a été quelque chose de fabuleux, comme quoi il y a un effet de lassitude lorsque les régimes durent et il faut faire attention à ces choses-là. 27 ans, c'est trop long ? J'ai bien compris que ce fut très long, en effet, aux yeux des Burkinabés. En Afrique, il y a d'autres régimes qui sont tentés de modifier leur constitution afin que le président en place puisse briguer un 3e mandat. Après ce qui s'est passé au Burkina, est-ce que cette initiative n'est pas risquée ? Je n'en sais rien. Je pense que je n'aurais pas raison de parler de ce que se proposent de faire des chefs d'État qui sont à la tête d'États souverains. Mais en tout cas, ce qui s'est passé au Burkina est une leçon. À mon avis, c'est une leçon. Ce qui s'était déjà passé au Niger était une leçon. Ce qui vient de se passer au Burkina en est une autre. L'exfiltration de Blaise Compaoré avec l'aide d'hélicoptères et d'avions français, ça vous choque ? Non, bien au contraire. C'était un service qui avait été rendu au Burkina Faso. Partir, c'était mauvais pour lui, mais c'était très bien pour le Burkina Faso. Depuis le 31 octobre, le Burkina est gouverné par un militaire, le lieutenant-colonel Zida. L'Union africaine lui a donné jusqu'à mardi prochain pour remettre le pouvoir aux civils. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que c'était une bonne chose que l'Union africaine dise que les militaires n'ont pas vocation à rester pour gérer un pouvoir, fût-ce de transition. Le délai de 15 jours était un délai purement indicatif. L'essentiel, c'est que les Burkinabés soient en train de s'acheminer vers une sortie de cette transition gérée par l'armée.
Lors de leur réunion la semaine dernière à Accra, au Ghana, les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont semblé plus souples que l'Union africaine à l'égard du lieutenant-colonel Zida. C'est une impression ou une réalité? Non, c'est une impression seulement. Je pense que sur le fond, les chefs d'État assument les positions définies par l'Union africaine au niveau de la CEDEAO. Et si la semaine prochaine, les militaires ne rendent pas le pouvoir aux civils, faut-il envisager des sanctions? Je ne l'envisage même pas parce que je suis convaincu que nous sommes en passe d'aller vers une solution. Depuis 2 ans, le Burkina Faso est un pays clé du dispositif sahélien contre les djihadistes. Aujourd'hui, est-ce que ce dispositif n'est pas fragilisé? Certainement, ce qu'il faut souhaiter, c'est que le Burkina Faso ne bascule pas dans l'instabilité. Et ce serait ça le plus grave. Au Niger, le numéro 1 de l'opposition, Hama Amadou, est poursuivi par la justice pour complicité de trafic de bébés en provenance du Nigeria. Est-ce que ce n'est pas un montage pour éliminer un futur adversaire à la présidentielle de 2016? Non, loin de là, contrairement à ce que lui prétend. En effet, ce qui s'est passé, c'est que son épouse s'est rendue au Nigeria et a ramené 2 enfants qu'elle prétend avoir mis au monde. Après cela, beaucoup de familles, de couples stériles, bien connus à Niamey, sont allés au Nigeria et en ont ramené des enfants. Et c'est devenu si massif que la police judiciaire s'est intéressée à la chose et a pu mettre en évidence l'existence d'une maison close avec une clinique dans l'état d'Ondo, dans la ville de Oré, au Nigeria, où sont produits ces enfants. Dans cette maison close, vous avez des jeunes filles qui sont louées pour porter des enfants pendant 9 mois. Elles les accouchent et ils sont vendus. Voilà pourquoi et les pères de famille et les mères sont en état d'arrestation. Monsieur Hama Amadou est poursuivi pour ce motif-là et son immunité a été levée par une autorisation du bureau de l'Assemblée nationale qui était en intercession et un mandat d'arrêt a été retenu contre lui. Il n'est pas poursuivi parce qu'il est un homme politique, il n'est pas poursuivi parce qu'il est le chef de fête de l'opposition, il est poursuivi en tant qu'individu dans le cadre d'une affaire qui concerne sa femme et lui. Alors pour l'instant, Hama Amadou vit en France. Est-ce que vous allez déclencher une procédure de demande d'extradition auprès des autorités françaises? Non, la justice a émis un mandat d'arrêt contre lui. C'est suffisant pour ce qui est en train d'être fait. Et il semble que le principe d'un mandat d'arrêt international n'existe même pas dans notre législation. Est-ce que ça veut dire que s'il reste en France, il n'aura pas d'ennui? Il me semble bien, en effet. Et est-ce que ça veut dire qu'en fait, tout cela n'est pas fait pour neutraliser un homme politique qui pourrait être un concurrent sérieux de Mahamadou Issoufou en 2016? Il n'est pas difficile pour lui de montrer que ses enfants lui appartiennent ou appartiennent à sa femme. Il suffit d'un test ADN pour que sa femme soit disculpée. Et dès qu'elle le sera, lui le sera automatiquement. Et toute cette procédure va s'arrêter. Mohamed Bazoum, merci. Et puis ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine. Le communiqué est ainsi libellé: le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur a le plaisir d'informer l'opinion de la nomination le lundi 10 novembre 2014 par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, M. Ban Ki-moon, de Maître Isaka Sunna, ancien ministre de la Justice, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, ancien président de la CENI, au poste de chef adjoint de la mission des Nations Unies pour l'observation des élections au Burundi. Mission mise en place au terme de la résolution 2137-2014 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur se félicite de cette nomination qui s'ajoute à la liste des succès diplomatiques et qui constitue un témoignage supplémentaire de la crédibilité de notre pays et de ses cadres dans la fonction publique internationale. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur adresse ses vives félicitations à Maître Isaka Sunna et lui souhaite plein succès dans ses fonctions.
Je le disais dans les titres, la Direction générale des hydrocarbures et la société pétrolière Centrust ont tenu ce matin dans l'enceinte de la dite direction la réunion du comité de gestion. Objectif, valider le programme de travail et le budget qui s'y rapporte. Mariama Soumana et Imran Meiga pour le compte-rendu. Cette réunion, la deuxième du genre, initiée par la direction des hydrocarbures et la société pétrolière Centrast, s'inscrit dans le cadre des activités du deuxième comité de gestion de la dite société portant sur le permis de Tonfalis dans le département de Filengue. Prévu par le contrat de partage, ce comité de gestion permettra à l'État nigérien et à la société nigériane Centrast de valider l'agenda de travail et le budget qui seront engagés au cours de l'année 2015. D'ici la fin 2014, les équipes de Centrast doivent se rendre dans la région de Tonfalis afin de mener une mission préparatoire à la réalisation des travaux de terrain pour 2015. Une étude d'impact environnemental doit également être réalisée par un cabinet nigérien spécialisé dans les questions environnementales afin de s'assurer que les travaux de terrain seront réalisés dans le respect de l'environnement et des populations des zones concernées. Dans le cadre du présent comité de gestion, Centrast va maintenant nous présenter en détail les travaux que la société entend réaliser pour 2015 et le budget qui s'y rapporte. En effet, la plus grosse partie de ces travaux va consister à l'acquisition et le traitement de données sismiques 2D. Cette phase est la première étape, va permettre l'identification des prospects pétroliers qui feront par la suite l'objet de forage. C'est une immense satisfaction de voir que les efforts de promotion des bassins pétroliers commencent aujourd'hui à porter leurs fruits. Nos vœux de réussite les accompagnent afin que ces travaux soient couronnés de succès et permettent un développement de l'industrie pétrolière dans le bassin des îles Mindeng, gage d'une meilleure répartition géographique de l'activité pétrolière et d'amélioration de la contribution du secteur à de meilleures retombées économiques pour notre pays. Le président de la société Centrast, pour sa part, se félicite de l'acquisition du permis de Tonfalis, un permis qui permettra de renforcer les capacités de sa société pétrolière qui est très active au Nigeria. Faut-il le souligner, cette exploitation pétrolière qui sera réalisée par la société Centrast est la première du genre dans l'ouest du pays depuis plus de 40 ans. La Fédération nigérienne des personnes handicapées, en partenariat avec la CBM, organise depuis ce matin, à l'intention de ses membres et de ses partenaires, une journée d'information sur le thème handicap et urgence. Plusieurs communications ont été présentées au cours de la journée, notamment la communication sur les conséquences négatives de l'exclusion des personnes handicapées dans les situations d'urgence. Compte rendu Youssouf Omar Jamilou Oumarou. Handicap et urgence, deux mots, un thème qui fait l'objet de cette journée d'information. L'essentiel de la journée repose sur les conséquences négatives de l'exclusion des personnes handicapées dans les situations d'urgence, les instruments juridiques qui protègent les personnes en situation de handicap en cas d'urgence. La CBM, partenaire de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, a choisi Soumana Zamou pour rappeler les objectifs de l'atelier. L'objectif de cet atelier est vraiment d'une manière générale sensibiliser les acteurs que vous êtes sur la problématique de la prise en compte des personnes handicapées dans les situations d'urgence ou humanitaires. Le premier objectif, c'est d'informer les participants sur les stratégies et les interventions du gouvernement et ses partenaires en matière d'urgence. Informer les acteurs nationaux et internationaux sur les conséquences négatives de la prise en compte des personnes handicapées dans les interventions en matière d'urgence. Informer les acteurs nationaux et internationaux sur les instruments juridiques. Quand une situation d'urgence se présente, les personnes handicapées sont écartées. Un plaidoyer et où une sorte d'interpellation est en conséquence prononcée par la Fédération nigérienne des personnes handicapées. La situation d'urgence requiert la mobilisation de tous les acteurs, notamment l'État, les humanitaires nationaux et internationaux, les organisations de personnes handicapées,
La prévention reste la mesure la plus efficace contre les catastrophes et les situations d'urgence. C'est pourquoi des systèmes ont été mis en place au niveau international et national. Toutefois, ces systèmes resteront inefficaces tant qu'ils ne prennent pas en compte les besoins de tous, y compris ceux des personnes handicapées. Un exposé sur le virus Ebola et les risques qu'il représenterait pour les personnes handicapées constituera l'étape finale de la journée d'information. Une de nos équipes s'est entretenue avec le président de la section MNSD Nassara de Dosso, entretien qui a porté sur l'organisation du congrès du MNSD Nassara prévu les 29 et 30 novembre prochains, ici même à Niamey. Nous reviendrons sur cet entretien que nous a accordé Hama Zada dans notre grande édition de 20h de demain. Plaise à Dieu. Cela dit, cérémonie de déclaration du Parti libéral-démocrate haut niveau. Une déclaration qui a réuni les jeunes et femmes des quartiers Gamkali, Pays-Bas et Nouveau Marché. Objectif, soutenir le président de la République et reprendre leurs activités afin de redynamiser le parti. Compte rendu, Aïssa Ibrahim Mamoudou et Munkeila Tijani. Cette cérémonie, organisée par l'un des grands militants du Parti libéral-démocrate au niveau, a réuni jeunes et femmes de différents quartiers de Niamey, tous présents pour soutenir et accompagner le parti. Al-Hajj Yassine, militant dévoué du parti, a initié cette rencontre pour faire preuve de gratitude au président du parti. Dieu m'a montré une personne de confiance. Il est là, M. Aboubakar. Le premier jour que je l'ai vu, j'étais en panne devant chez lui. Il me dit, système, comment vous avez été aujourd'hui, on a c'est ma voiture qui est partie. Non, demain on va voir comment arranger ce véhicule. J'ai tapé à sa porte, je lui ai tapé. Mon fils, c'est ta maison, tu peux venir à n'importe quelle heure. Je vous dis, cette année, je devais venir à 23h, elle était là présent pour moi. Je suis avec lui. C'est seulement Abouba, je suis avec vous. Alhamdulillah, je vous aime beaucoup. Conscient et honoré par ce geste des militants, le président fondateur du parti remercie ses vaillants militants et les exhorte à persévérer dans ce sens. Au nom de tout le monde, je voudrais que une salve de salutations pour l'intéressé qui a montré ses preuves et qui a montré ce que c'est l'amour de son prochain. Al-Hajj Yassine, merci beaucoup. Votre président Aboubakar Ganda, il a fait ce parti pour la jeunesse, pour la femme. Et les jeunes, vous venez de démontrer qui vous êtes et ce que vous êtes pour le parti. BLD, haut niveau, BLD, BLD, ça, ce n'est qu'une petite démonstration parce que c'est la jeunesse, c'est l'œuvre d'une seule personne. Après la jeunesse de la commune 3, de la commune 4, de la commune 2, de la commune 1, de la commune 5 vont sortir massivement pour montrer que le haut niveau n'est pas tombé dans les oubliettes et nous allons tenir notre congrès, Inch'Allah, là où aucun parti n'a eu à le faire, comme nous l'avions fait au début de notre nation. Le Parti libéral-démocrate au niveau a pour slogan d'apprendre à ses militants à pêcher le poisson et non à leur en offrir. Cela pour qu'ils puissent atteindre le haut niveau avec fierté et dignité. Les militants envisagent d'organiser des activités afin de redynamiser le parti très prochainement. Sur un tout autre plan, cérémonie de soutenance de fin de cycle en nutrition à l'IPSP de Niamey. Il s'agit de Mademoiselle Halidou Kadija. Elle a soutenu sur le thème les conditions d'hygiène des aliments préparés aux malades du CHR Poudrière. Elle s'en sort avec une note de 17 sur 20. Murtala Zouberou, Issa Hassan pour le compte-rendu. L'Institut pratique de santé publique, à travers cette cérémonie, vient ainsi de débuter sa série de soutenances avec la section nutrition.
Première candidate à passer, Mademoiselle Halidou Kadija. Le thème de son mémoire de fin de cycle porte sur les conditions d'hygiène des aliments proposés aux malades du CHR Poudrière. Un thème vivement apprécié par les membres du jury. Vous avez évoqué une piste de recherche à la fin de votre travail. Ce que les étudiants font rarement. Vous avez fait ça, mais vous avez ouvert des pistes de recherche. Et c'est très très important pour un candidat à l'initiation. Très très important. Pour ça, je vous félicite. Après présentation de son mémoire et quelques questions posées par les membres du jury, Halidou Kadija s'en sort avec une note de 17/20. Une note qui vient confirmer la qualité d'un enseignement dispensé par l'Institut pratique de santé publique. La récipiendaire s'est dit très heureuse et souligne que cette note est le fruit d'un bon travail. J'ai choisi ce thème parce que, vu l'amplitude des stages que j'ai eu à faire, j'ai remarqué que les cuisines ne sont pas bien propres. Et du coup, j'ai dit pourquoi ne pas toucher ces problèmes. Je suis très très contente et je remercie le bon Dieu. C'est tout. Pour le directeur général de l'UPSP, Halidou Kadija honore son institut avec ce thème d'actualité. Nous avons toujours été très rigoureux dans ces soutenances parce qu'au niveau de l'IPSP, l'étudiant ne connaît son jury que le jour de la soutenance, là où l'étudiant est dans la salle et que le jury arrive. Contrairement à d'autres écoles où les étudiants connaissent déjà les membres du jury, où on peut négocier. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits comme chaque année d'ailleurs, parce qu'il faut aussi relever qu'à l'IPSP, nous avons deux périodes de soutenance des mémoires. La première période, c'est en octobre et la deuxième période, c'est en janvier. C'est question de donner plus de chances au maximum d'étudiants de pouvoir soutenir l'année pour ne pas les pénaliser. Parce que si on garde une seule période de soutenance, ceux qui n'ont pas pu soutenir dans cette période seront obligés d'attendre l'année prochaine. Donc nous avons imaginé depuis la création de l'IPSP, 2 périodes de soutenance pour leur faciliter la tâche. Par rapport à la première candidate, et le jury a aussi apprécié, comme nous, de la clarté et de l'efficacité du travail qui a été fait. Avec cette épidémie d'Ebola, le travail sur l'hygiène et l'assainissement est un travail qu'on appellera bienvenu pour que les uns et les autres comprennent et que l'étudiante elle-même se mette dans la peau de ceux qui doivent préserver cette santé de la population. Première école privée de formation des professionnels de la santé IPSP vient là de donner à mademoiselle Halidou Kadija toute sa chance dans cette carrière de nutritionniste. Comme quoi, à l'IPSP, ils ne se contentent pas d'être bons, mais d'être les meilleurs. Retour dans le programme scolaire de l'instruction civique et morale au niveau du collège et du primaire. Cette initiative est vivement saluée par les enseignants et élèves. C'est une métier de Jibril Munkela Tijani. Enseigner au niveau du primaire et du collège dans l'optique d'inculquer aux élèves le sens du civisme, les cours d'instruction civique et morale ont été réinsérés dans le programme éducatif national après plusieurs années de suspension. Une réinsertion qui témoigne de la volonté des autorités en charge de l'éducation de pourvoir des citoyens responsables dans la société. L'insertion dans le programme de l'instruction civique et morale dans nos établissements ne peut être accueilli qu'avec beaucoup de satisfaction. Parce qu'on constate que de nos jours, les jeunes et même les jeunes, ou même, n'est-ce pas, leurs aînés, n'en accordent aucune importance, n'est-ce pas, surtout au civisme. Le civisme, le Nigeria ne connaît pas le civisme. Et pour que cela soit, il faut que les gens aient de leur mentalité, n'est-ce pas, un certain sentiment de civisme, qu'ils sont dans un pays et que ce pays-là leur appartient et qu'ils doivent respecter toutes les lois et règlements de ce pays-là. On apprend le civisme aux gens, c'est quoi la nation, c'est quoi la constitution, c'est quoi la république, c'est quoi le pays, c'est quoi tout cela. Donc il faut apprendre ça aux gens dès leur bas âge pour qu'ils grandissent avec un certain civisme et pouvoir, n'est-ce pas, bien gérer le pays. Parce que ce qui se passe actuellement, quand vous voyez certains, quand ils sont par exemple, la plupart de ceux qui nous dirigent, maintenant là,
ils sont au pouvoir, ok, c'est pour profiter, n'est-ce pas, de la richesse du pays. Il suffit, n'est-ce pas, de circuler, n'est-ce pas, dans la rue, vous allez voir que, n'est-ce pas, la morale aussi n'y est pas. Il n'y a pas de respect entre grands et petits. Il n'y a pas de respect entre professeurs et élèves. Il n'y a pas de respect tout court entre personnes humaines. Cependant, des mesures d'accompagnement doivent être prises pour un meilleur enseignement de cet ambitieux programme scolaire. L'introduction de l'instruction civique au niveau de l'école permettra demain d'avoir des cadres nigériens aussi formés, aussi patriotes, aussi nationalistes, qui pouvons mettre toute leur énergie, leur intelligence au service de leur pays. Cela permettra d'avoir demain des citoyens hors la loi, qui nous disposons de citoyens qui vont ériger des valeurs comme étant modèle de leur comportement et de la gestion de la chose publique. Et j'ai constaté avec mes autres collègues qu'il y a un module, mais malheureusement il y a une insuffisance notoire des enseignants qui sont chargés de mettre en place ou bien en vigueur cette discipline pour qu'elle soit enseignée dans tous les échelons d'enseignement au niveau du collège et du lycée. Donc c'est quelques professeurs volontaires des fois qui s'adonnent à cette activité, mais nous estimons que l'État doit créer les mesures d'accompagnement pour que nous puissions avoir des enseignants qui puissent l'enseigner. Parce que quoi que nous ferons, si nous n'aurons pas de la discipline de notre société, nous estimons que nous risquerons d'aller en échec par rapport à toute notre programmation. Après seulement 2 mois de cours, les élèves apprécient positivement les cours d'instruction civique et morale. Oui, on trouve les cours très bien faits avec les professeurs, ils les expliquent bien. Ça nous permet de comprendre comment se passent les trucs de politique, puis les mariages forcés, nos droits et devoirs avec le règlement intérieur de l'école, puis nos droits et devoirs de nos parents, de nous, des professeurs. Ça nous permet de comprendre comment se comporter dans la société, les droits et les devoirs qu'on a envers la société et pour la politique, etc. Oui, je vais bien continuer à suivre ce cours parce que ça m'aide à comprendre ce que c'est que la politique et tout ça là. L'importance des cours d'instruction civique et morale n'est donc plus à démontrer. Les autorités en charge de la question éducative doivent doter les écoles des outils nécessaires dans le cadre de l'enseignement des cours d'instruction civique et morale pour qu'émergent dans la société des citoyens responsables dévoués à la cause nationale. Il y va de l'intérêt de la nation. Et puis, dans cette période de poussière, la question d'hygiène dans les établissements, notamment la vente de nourriture, reste inquiétante. Une équipe de la radio et télévision Dunia a visité quelques établissements de la capitale. On fait le constat avec Oumarou Adamou et Jamilou Oumarou. L'année scolaire rime avec les activités génératrices de revenus pour bon nombre de personnes qui installent leurs petits commerces à proximité ou dans les coins des écoles. Parmi ces petits commerces, on a la vente de nourriture généralement exercée par les femmes. Si cette activité est pourvoyeuse de revenus pour ces femmes et fait en quelque sorte la fierté de tout petit, on est tout de même en droit de se demander si les conditions minimum d'hygiène sont respectées. Les vendeuses ne sont pas tellement propres parce que moi j'aime pas trop les vendeuses qui amènent leurs enfants et puis voilà, j'aime pas trop. Elles sont vraiment très sales. Le souverain même parle mais vraiment ça n'avance pas. Les élèves achètent comme ça. Personne ne peut rester avec la faim bien sûr. On achète ça comme ça, tout ça, c'est très sale. Moi, mon message ce serait de leur dire d'être propres pour mieux s'améliorer à leur vente qu'ils font, pour mieux avoir, il faut être propre pour avoir les clients aussi. C'est toujours propre parfois, mais parfois c'est pas propre. Mais parfois là, ils sont toujours ouverts. Et toujours, il faut qu'ils prennent leur nourriture et pour la santé. Dans d'autres établissements, par contre, la propreté est de mise. Les élèves font même confiance à la vendeuse. En tout cas, ici au Mali Bureau, moi je trouve la nourriture propre. Je ne me plains pas. Ici, je n'ai jamais eu de problème.
digestif ou bien quelque chose qui a un rapport avec l'alimentation. Je mange bien, on mange bien et on n'a jamais eu à se plaindre. Nous, on ne se plaint pas en tout cas. En tout cas, on n'a jamais entendu quelqu'un se plaindre de la nourriture d'une vendeuse ici. Elles sont propres, elles savent ce que nous voulons, elles savent ce que nous mangeons. On est habitué avec elles. On n'a jamais eu de problème avec les élèves. Il suffit, depuis la maison, si la personne est propre, pourquoi ne pas être propre pour les élèves? Obligé, on doit être propre, sinon les élèves ne vont pas manger. Oui, c'est parce qu'on est propre, c'est pour ça qu'on a beaucoup de clients avec les élèves, on n'a pas aussi de problème avec les élèves. Le message que je veux donner est qu'ils soient aussi propres pour qu'on puisse vendre quoi. Sinon, si tu n'es pas propre, tu n'auras pas de clients. La question d'hygiène dans les établissements, notamment la nourriture qui est vendue, interpelle aussi l'Association de défense des droits des consommateurs. Je crois que c'est d'abord une première responsabilité qui incombe au directeur des écoles. La question de l'hygiène des lieux, mais aussi la question de la propriété et de la santé des vendeurs de produits alimentaires au niveau des établissements. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau incombe au ministère de la Santé, à travers les services d'hygiène et à travers la police sanitaire. Je crois que c'est un devoir pour tout service et pour tout vendeur, en tout cas de vendre les produits alimentaires les plus sains que possible au niveau des enfants. Toute épidémie, en tout cas transmise par voie alimentaire au niveau des écoles, ça peut faire des ravages. Et à ma connaissance, tout vendeur de produits alimentaires il est assujetti à un contrôle sanitaire et sanctionné par un certificat médical. Parce qu'à la veille de l'installation du froid, ce qu'il faut éviter, c'est surtout la consommation de produits du frais, pour éviter le rhume ordinaire. Donc aux vendeuses, en tout cas d'être très prudentes, et surtout avec ces temps qui commencent de poussière, de bruit, de brouillard. Donc il faut surtout protéger les aliments qu'on vend aux enfants. Pour le bien-être des scolaires et surtout des plus petits, un contrôle régulier des points de vente de nourriture, notamment dans les établissements scolaires, s'avère donc nécessaire. Manger bien, c'est un esprit sain dans un corps sain. Lancement officiel lundi dernier de la campagne nationale de salubrité à Zender. Cette cérémonie qui s'est déroulée au CEG 5 de Zender a été présidée par le ministre de l'Environnement. Le compte-rendu est signé Moussa Adamou Herba. Marque le lancement officiel de la campagne nationale de salubrité instituée par le gouvernement, et cela rentre dans le cadre de la création des activités génératrices et de revenus au profit des populations locales. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'environnement et de la salubrité urbaine. On note également la présence du secrétaire général de la région de Zender, du président du conseil régional, les directeurs centraux, le sultan du Damagaram et plusieurs autres invités. Plusieurs discours ont été prononcés, entre autres celui du vice-président du conseil de ville de Zender, qui a manifesté toute la reconnaissance au gouvernement pour le choix de Zender pour abriter le lancement de cette campagne. Le choix de la capitale du Damagaram pour le lancement de cette cérémonie n'est pas fortuit. En effet, ancienne capitale de la colonie du Niger, Zender, deuxième ville par importance démographique, compte de nos jours près de 400 000 habitants. À cette explosion démographique, il faut ajouter l'impact des opérations de raffinage de pétrole. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la production, la collecte, l'évacuation des déchets solides hors des agglomérations et constitue l'un des défis majeurs des autorités municipales en termes de santé publique et de préservation de l'environnement. En mettant à la disposition de la ville de Zender une enveloppe de 100 600 000 francs pour les opérations d'évacuation des déchets solides municipaux et le ramassage des déchets plastiques, votre département ministériel apporte un appui substantiel aux efforts propres de la ville et aux efforts des partenaires dans le cadre de la coopération décentralisée. Pour sa part, le ministre de l'Environnement s'est beaucoup appesanti
sur le processus qui a abouti à cette initiative, tout en justifiant le choix de Zender pour ce lancement. En effet, dans l'histoire récente du Niger, c'est la première fois que le volet salubrité est explicitement dédié à un département ministériel pour prendre en charge les problèmes d'insalubrité que connaissent nos villes, nos villages, nos quartiers et nos hameaux. Mesdames et messieurs, la résolution des problèmes d'insalubrité dans nos villes et campagnes constitue plus qu'une priorité pour le gouvernement, mais un leitmotiv. Pour prendre efficacement en charge cette problématique, mon département ministériel a, depuis sa création, entrepris beaucoup d'initiatives, dont entre autres des rencontres d'échange avec les différents acteurs, des visites inopinées de terrain, des séances de sensibilisation du grand public à travers les médias, des rencontres avec des opérateurs privés pour le financement de la gestion des déchets. Cette cérémonie a été ponctuée, il faut le noter, de plusieurs prestations culturelles, et ce pour mieux illustrer la définition de la campagne. Une campagne qui a suscité un engouement chez les populations, car plusieurs personnes y ont adhéré et ont beaucoup profité. Après la cérémonie, le ministre de l'Environnement et de la Salubrité urbaine s'est rendu à la société de raffinerie de Zender pour constater de visu l'état de fonctionnement de la dite société. Après avoir reçu d'amples explications, le ministre et sa délégation ont eu droit à une visite guidée. La région de Difa a abrité la 5e édition du concours culinaire le 9 novembre dernier, organisé par les femmes communicatrices en langue dans les différentes radios et télévisions. Ce concours vise à promouvoir la femme nigérienne et mettre en valeur la cuisine traditionnelle nigérienne. Une cérémonie rehaussée par la présence des autorités administratives et coutumières de la région de Difa. Hima Seibou pour le compte-rendu. Entreprise à l'initiative des femmes communicatrices en langue radio et télé, cette 5e édition du concours culinaire sponsorisé par Mimido en collaboration avec la compagnie de transport aérien Niger Airlines et la fondation Gouri Vie Meilleure s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de la femme nigérienne célébrée chaque 13 mai. Une initiative qui vise à promouvoir la femme nigérienne, mais aussi et surtout à mettre en valeur la cuisine traditionnelle nigérienne. La directrice générale adjointe de la société Mimido a ainsi décliné les objectifs visés à travers ce concours. Madame Hajia Haïssa a par la suite énuméré les différents emplacements de Mimido. Aujourd'hui, la société Mimido est spécialisée dans l'agroalimentaire, telles que les pâtes alimentaires Ispiga, la tomate Amila, le couscous Gari, le thé Kaima, le lait en poudre Milpot et les huiles de moteur nationales. En dehors du Niger, nous sommes aussi présents dans la sous-région, à savoir Burkina Faso, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Cameroun et bientôt au Nigeria. Procédant au lancement officiel du concours, le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Difa a, au nom du gouverneur et de la population de Difa, témoigné sa gratitude pour le choix porté sur sa région. La directrice de la promotion de la femme a quant à elle salué cette initiative qui permettra d'aider la femme ménagère à subvenir à ses besoins. Ces femmes à qui on a attribué des prix, on leur ouvre une opportunité vraiment d'émerger dans le bon sens. Elles ont vraiment eu la porte d'entrée, faire le commerce, nourrir leur famille et vraiment être autonomes. À l'issue du concours qui a regroupé 12 femmes ayant chacune présenté un mets, plusieurs prix ont été remis. Ainsi, le premier prix est composé de 1 million de francs CFA, le deuxième prix 500 000 francs CFA et le troisième prix 250 000 francs CFA. Il convient également de noter que les 9 autres candidates ont également reçu chacune un prix d'encouragement de 50 000 francs CFA.
Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.